de par le monde, nourrir les gens qui ont faim, dans les rues, dans les villes, allons en son nom. Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. Ici Yolande Clément et j'ai avec moi Dominique Chivot aujourd'hui par Zoom. Bonjour Dominique. Bonjour Yolande. Et les gens à Bonjour l'écoute Guillaume. reconnaissent sans doute le visage de Dominique car il a été un invité à plusieurs émissions de l'Église diocésaine, mais aujourd'hui, officiellement, je tiens à lui souhaiter la bienvenue comme nouveau membre de l'équipe d'animation à l'Église diocésaine. Alors, félicitations et bienvenue à l'équipe, Dominique. Merci beaucoup. Je suis presque embarrassé d'avoir une émission juste pour moi, mais je vais me laisser faire, hein. Bien, aujourd'hui, on veut apprendre à te connaître davantage, Dominique. Alors, je sais que tu es d'origine française, que tu es né à Paris, mais parle-nous de ta jeunesse. Écoute, oui, je suis donc né à Paris. Je suis un enfant juste d'après-guerre. Donc, ce dont je me souviens véritablement, et surtout quand je compare la vie de mes petits-enfants, une vie un peu difficile. Mes parents vivaient à Paris dans un tout petit appartement. En plus de ça, je suis pas né avec une très très bonne santé. Je me suis rattrapé sans doute par la suite, ce qui fait que mes parents m'ont confié assez rapidement à ma tante et à ma grand-mère qui vivaient à l'extérieur de Paris, à peu près 200 kilomètres. Donc, j'ai eu la tendre enfance, je l'ai passée avec ma tante, dont je vais parler dans quelques minutes, et ma grand-mère, donc des relations un peu privilégiées avec ces deux femmes et les cousins petits, bien sûr, qui sont nés à peu près à la même époque. Sinon, c'est une famille un peu traditionnelle comme elle existait dans ce temps-là, c'est-à-dire le papa travaille, la maman reste à la maison. J'ai un frère, une sœur. J'allais dire j'avais, parce que ma sœur est disparue déjà. Ma famille aussi endeuillée, parce que j'ai perdu un neveu à l'âge de 20 ans dans un contexte de maladie, frère unique de mon frère. Donc, on pourrait dire une vie familiale où il a fallu porter un peu de souffrance et de deuil, là. Bon, ceci dit, ce qui est intéressant, c'est que, ayant vécu très très proche de ma tante, je suis retourné à Paris quand j'avais à peu près 4 ans, là, près de mes parents. Ma tante, je peux le dire aujourd'hui avec un peu de sourire, avait pensé que je ferais sans doute un bon prêtre. Je pense qu'elle est très religieuse. Elle est encore en vie. Elle a 102 ans. Elle vit à Paris. Elle n'est même pas dans une maison médicalisée comme telle. Donc, on peut dire qu'elle a joui d'une très bonne santé. Et je lui dois beaucoup parce que on va parler peut-être de la vocation religieuse, mais elle m'a permis de faire des bonnes études chez des religieux pendant longtemps, jusqu'à ce qu'on appelle la fin d'études secondaires chez nous, le baccalauréat, et je suis même entré au grand séminaire pendant 2 ans. Donc, je lui dois beaucoup et je dois beaucoup. J'ai des amis, surtout en France, qui sont, pour de multiples raisons, anticléricaux, anti-ci, anti-ça. Euh, j'ai des fois des choses que je vais dire que contre l'Église que j'aime pas, mais comme tout le monde, mais je dois à l'Église en grande partie ce que je suis sur le plan intellectuel et spirituel. En tout cas, le départ. J'ai quitté le grand séminaire, j'avais 22, 23 ans avant de partir en Afrique, on va en parler. Donc ça, c'est une première partie de ma vie, si vous voulez. Alors, évidemment, 2 ans passés au grand séminaire, c'était évidemment pas ta destinée ou l'appel n'était pas assez fort. Ben, Yolande, tu touches à une question qui est excessivement difficile, sur laquelle on pourrait faire une émission, je crois. La vocation religieuse, question d'appel, de réponse. Quand je repense à ça, et j'ai un certain âge maintenant, j'avais 20 ans, 22 ans, et je reste convaincu que la première chose
qu'il nous faut pour répondre à un appel. Il faut une véritablement vie spirituelle profonde. C'est la première qualité, parce que pour moi, un prêtre, c'est d'abord ça. C'est quelqu'un qui répond à un appel de Dieu, au-delà, on pourrait dire, de tous les services qu'il va rendre à une communauté. Puis je pense qu'à cet âge-là, je ne l'avais pas, et dans ce sens-là, l'appel, je ne l'ai pas entendu, mais peu importe. Comme tu dis, mon destin était peut-être aussi ailleurs. Et puis c'est les années aussi, j'allais dire 70, où déjà dans les séminaires, il y avait beaucoup de remue-ménage. On voulait que mon fils soit un prêtre, que ma fille devienne religieuse. Des fois, ça marchait bien, mais des fois, malheureusement, même certains sont devenus religieux ou prêtres, et puis c'était pas vraiment leur vocation. On connaît ça aussi. Oui, oui, c'était évidemment, on entendait ça C'était souvent. une époque, c'était une époque. C'est ça, c'est ça. Alors, lorsque tu as quitté le grand séminaire, là, tu t'es lancé dans tes études universitaires en Alors, histoire. pendant quasiment, j'ai commencé, j'ai fait un peu de philosophie, mais dans la communauté, il fallait, avant de faire de la théologie, que je devais faire après mon service militaire, on va en parler, il fallait avoir une formation. Donc, et la plupart d'entre nous, je pense mes amis de cette époque-là, c'était des formations universitaires. Bon, moi, j'ai choisi de faire des études en histoire. Et puis, en fait, ça a été véritablement quelque chose que j'ai toujours aimé. J'ai toujours aimé l'histoire. Puis, bien sûr, euh, acquérir une formation en histoire, c'est bien plus que de se raconter des histoires. C'est toute une façon de penser le monde. Ça te donne une structure d'analyse. Malheureusement, moi je dis qu'on ne donne plus assez aux jeunes. Quand je compare l'enseignement qu'on donnait au Collège Notre-Dame, on va en parler peut-être un tout petit peu, j'ai commencé en 1976, l'histoire est obligatoire et à partir de la 10e année jusqu'en 13e, tenez-vous bien. Et j'avais bien sûr des élèves, des étudiants qui rentraient en traînant les pieds, en disant ah, mais pas trop finalement. Puis il fallait les motiver un peu, ces jeunes. Aujourd'hui, c'est bien plus simple. À toute fin pratique, on n'enseigne plus beaucoup l'histoire, pour dire plus du tout. Et à part la 10e année qui est obligatoire, le reste, et c'est dramatique à mon sens, parce que premièrement, on ne connaît pas l'histoire canadienne, la plupart des gens ne la connaissent pas beaucoup, et surtout, on a peu de connaissances de l'histoire du monde. Et il y a un côté, Yolande, qui est intéressant, et je le disais à mes étudiants quand j'enseignais un peu la didactique, il y a un côté très altruiste dans l'histoire, c'est-à-dire le regard qu'on porte sur les autres. On va dire, on peut avoir ça dans beaucoup de matières, mais l'histoire, c'est d'abord regarder un petit peu en arrière, hein, pour dire, euh, alors qu'aujourd'hui, on a l'impression que la vie commence avec nous, puis se terminera avec nous, ce qui est une très grave erreur, mais l'histoire, c'est de regarder le passé, pas pour le passé comme tel, mais pour montrer tout l'héritage qu'on a eu. Et ce que l'on est aujourd'hui, on le doit en très grande partie à ce qui s'est passé avant nous. Alors quand on ne le sait pas, ben on est un peu amnésique, on va dire, on n'a pas de mémoire. Donc imaginez un instant quand sur le plan personnel, on perd notre mémoire, on n'est plus grand-chose finalement. Et on le sait, malheureusement, il y a des gens en fin de vie qui perdent la mémoire. Et ils perdent sans doute ce qui est le plus important pour eux, hein, pour nous finalement, notre mémoire. Puis avec l'histoire aussi, il y a des choses qu'on ne veut pas répéter. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est intéressant ce que tu dis, Yolande, c'est-à-dire que ça te donne une analyse pour, j'allais dire, pas prédire le futur, mais pour mieux peut-être des fois donner une perspective d'engagement en disant, regardez ce qui s'est passé en 1933 quand Hitler a pris le pouvoir. Ben, peut-être qu'il faudrait regarder autour de nous et voir des signes qui ressemblent à ça. Bon, je ne veux pas faire un cours d'histoire et puis aller couper un peu trop les coins trop vite, mais voilà, non, ça te donne une perspective, et je ne dis pas encore Ouais. une fois que c'est la seule matière. D'ailleurs, moi, je pense que la meilleure formation, c'est une formation holistique, c'est-à-dire que tu donnes, et surtout
au niveau primaire, secondaire. Quand on rentre à l'université, je comprends qu'on se spécialise, même si je pense, je suis un vieux, moi, que des cours de philosophie, des cours de toutes sortes de sciences sociales pourraient servir à des ingénieurs, à des médecins, etc. Aujourd'hui, on a compartimenté beaucoup trop les connaissances, ce qui fait que tu es spécialisé dans ça, tu es spécialisé dans ça, puis finalement, en plus de ça, souvent avec très peu de rapports entre eux, les sciences d'un côté, la religion de l'autre, l'histoire, alors que la bonne formation, c'est une formation où tu essayes d'avoir une vue d'ensemble des choses. Hein, d'abord. Après, tu peux te spécialiser. Et quand on commence à dire à 14 ans, tu n'as pas besoin de faire de l'histoire parce que ce n'est pas une matière utile, on commence mal, à mon avis. On commence mal. Oui, puis on pourrait définitivement avoir une émission juste sur ça, Dominique, mais Oui, il on faut va avancer, il faut avancer. Alors, tu me disais qu'en 1972, tu es Voilà, alors parti pour l'Afrique. oui, alors j'allais dire, ça c'est en France, là, à cette époque-là, il fallait faire son service militaire. Un service militaire qui a été supprimé en 1997 par un président Chirac, excusez, mais c'est pas tellement important. Mais à cette époque-là, il fallait faire son service militaire. C'était obligatoire, sauf bon, si tu n'étais pas en bonne santé, sauf si tu étais objecteur de conscience, et encore, il fallait faire un service civil. Moi, après des études universitaires, j'ai demandé de faire la coopération et on m'a envoyé au Cameroun pendant 2 ans. Il fallait faire 2 ans quand tu étais en coopération, une année si tu étais simplement dans un service militaire. Et je suis allé dans un collège secondaire où j'ai enseigné pendant 2 ans. Donc, et ça a été une expérience dont je me souviens encore aujourd'hui. Je dirais pas comme c'était hier, mais presque, parce que ça a orienté beaucoup ma vie, là, en termes de meilleure compréhension du monde, la découverte de l'Afrique, parce que finalement, comme bon petit Français, alors qu'on avait un empire colonial qui avait déjà disparu, l'indépendance, on disait très peu de choses sur l'Afrique, comme aujourd'hui, il y a bien des gens qui connaissent très peu de choses sur l'Afrique. Ça a été un contact très important, 2 ans, où finalement j'ai dû apprendre moi-même pour être capable, pense ça, Yolande, pour être capable d'enseigner l'histoire africaine à des Africains, alors que quand je suis arrivé, j'en connaissais très peu. Donc j'ai appris beaucoup, beaucoup, beaucoup. Tout ce que je savais de l'histoire africaine, c'est colonisation, bien sûr, on a colonisé l'Afrique, et la décolonisation. Mais il y a une autre histoire de l'Afrique dont on parle jamais vraiment et qui est très riche. Alors, je dis pas que je suis un spécialiste, loin de là, mais vraiment, ça a été la piqûre, ce qui fait que quand je suis rentré de l'Afrique, je suis tombé, on va dire, pour parler canadien, un peu en amour avec l'Afrique, c'est-à-dire aimer lire sur l'Afrique, regarder des films sur l'Afrique, très à l'aise avec les Africains, je veux dire, dans la mesure où j'ai vécu avec eux, il n'y a pas de barrière, je vais saluer les Africains, c'est des gens avec qui j'ai vécu, et avec des jeunes, ça c'est important, ça m'a changé quand je suis arrivé au Canada, et c'était pas si pire, j'ai commencé en 76. Aujourd'hui, on connaît les problèmes dans les écoles telles qu'on a. J'avais, tu ne le croiras pas, dans certaines de mes classes, pas dans le collège dans lequel j'enseignais, mais on m'a dit, tiens Dominique, il n'y a pas de professeur d'histoire à 30 km, le jeudi, il n'y a pas de cours au collège, tu vas aller enseigner, donner un cours là-bas. Ben, tu ne le croiras pas, Yolande. Il y avait 60 élèves dans une salle de classe, on n'entendait rien. Le professeur arrive, le professeur arrive. Et tout le monde se mettait au travail. En plus de ça, c'est des jeunes, j'ai préparé un petit examen national et il fallait qu'ils travaillent. Alors qu'aujourd'hui, on sait très bien que c'est le professeur qui fait le test et puis on sait que tout le monde passe. Enfin, non, on ne va pas parler de ça parce qu'il y en a qui vont se fâcher. Là. Alors, Dominique, tu es allé au Cameroun en 1972, mais est-ce que tu es retourné en Afrique depuis ce temps-là? Oui, je suis retourné en Afrique un peu, je dirais un peu par hasard, parce que c'était pas vraiment prévu. En 2010,
à travers une organisation qui s'appelait Éducation pour tous, avec le parapluie de CARE. Ceux qui connaissent les ONG sauront de quoi je parle. Et je suis allé au Kenya pendant 3 semaines avec un groupe, bien sûr, je n'étais pas tout seul, et dans une Afrique qui souffre, là, c'était pas l'expérience que j'ai connue au Cameroun avec des jeunes où tout s'est relativement bien passé. C'est le camp de Dadaab, un camp de réfugiés qui se trouve à peu près à 80 km de Somalie et c'est un camp de réfugiés, essentiellement de Somaliens. Alors le travail qu'on avait, c'était d'aider les professeurs somaliens qui, avaient un diplôme secondaire, mais n'avaient pas le droit d'étudier plus que ça à l'intérieur du Kenya. C'était des réfugiés, on ne voulait pas les voir ailleurs, et qui enseignaient. Ils enseignaient avec leur cahier d'école secondaire. Donc, on était là moins pour aider à la matière comme telle, mais de leur trouver des stratégies pour faire en sorte que les leçons soient peut-être un petit peu plus dynamiques, un peu plus ouvertes, plus question pour les jeunes. Ceci dit, on s'est bien rendu compte aussi qu'ils travaillaient dans des conditions excessivement difficiles. C'est facile d'arriver avec nos grandes théories éducatives quand tu sais que ces gens-là, pas de livres, tu verrais les jeunes, tu aurais vu les jeunes qui travaillaient autant au gaspille chez nous, là, ils écrivaient tout petit, tout petit, tout petit, tout petit avec un crayon pour garder leur cahier d'histoire ou d'anglais le plus longtemps possible parce qu'un cahier, c'était de l'argent. Voilà. Alors, c'est encore une fois, c'est moins ce qu'on a apporté. On a apporté, parce qu'il y avait d'autres équipes qui sont arrivées derrière, mais c'est plutôt là, moi aussi, j'ai, je pense, reçu bien plus que j'ai donné, comme ce qui arrive souvent d'ailleurs. Alors, je suis resté 2 ans, je suis revenu, puis pour raconter les histoires très très vite, je me suis retrouvé au Canada en 74. Je raconte pas les détails, c'est pas important, mais ça a été une expérience aussi intéressante parce que ça a été un contact. J'ai eu la chance de me retrouver à Sudbury dans une communauté d'abord française, donc ça veut dire que j'étais déjà un peu chez moi, il y avait le français, mais il a fallu aussi que je me mette à l'anglais, et ça c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Parce que quand je suis arrivé, j'avais pas un mot d'anglais ou très très peu, peut-être good morning and thank you very much, ça c'est ce que tout le monde connaît. Et j'ai passé une année à apprendre l'anglais, cours pour les émigrants d'abord, et ça, tu ne le croiras peut-être pas, mais quand j'ai commencé à faire ma demande pour aller à l'école des sciences et éducation, parce qu'il me fallait le diplôme canadien, mais ça, c'était bien correct, ben, tu ne le croiras pas, on a commencé à me dire, oui, mais vous avez un bac, de l'expérience dans l'enseignement, mais vous n'avez pas de cours de 13e année en anglais, vous. Ben, j'ai dit non. Et ça, c'est 75. Hein, aujourd'hui, je pense que c'est tout fini, ça. Ben, il a fallu, parce qu'ils m'ont dit, tu n'es pas sûr de rentrer, il va falloir peut-être passer un test. Et en fait, ça a été un mal pour un bien, parce que j'aurais pu me reposer sur mes lauriers en disant, bah, pas besoin d'anglais ici. J'ai couru au Cambrian et j'ai acquis au mois d'août ma 12e année. Écriture, je veux dire, apprendre de la grammaire, un peu de lecture, incapable de dire grand-chose en anglais, tu t'imagines. Et je me souviendrai toujours, le professeur très sympathique, hein, qui me dit, ben, pour avoir ta 12e, il faut faire une petite présentation en anglais. J'ai fait une présentation sur l'ONU, tout en anglais, qu'on m'a aidé à faire, corriger. Il faut rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Mais je dis, pourvu qu'il ne me pose pas de questions, je ne serai pas capable de répondre. Finalement, il y en a un qui lève le doigt, je dis, oh mon Dieu, c'est pas possible. Et ben, il m'a dit, hey, where are you from? Parce que je demandais bien un extraterrestre qui arrivait. Parce que tous ces jeunes-là, ils parlaient l'anglais vraiment, ils parlaient l'anglais couramment, ils venaient chercher un upgrading, comme on dit, tu sais, un cours de rattrapage d'anglais, de sciences, etc. Et en plus de ça, quand j'ai commencé l'enseignement, pour dire que ça n'est pas la route, ben on m'a demandé de commencer à enseigner en anglais. J'avais des stages en 7e, 8e année, tu t'imagines, et il fallait enseigner en anglais. On m'aidait à préparer les leçons, etc. Jusqu'à un moment où il y a un prof qui a été assez intelligent, qui m'a dit, ben, écoute Dominique, ça n'a aucun sens. Et bon en maths. En plus de ça, c'était l'époque où on s'est mis au système métrique. Donc, j'étais devenu un peu le tuteur de beaucoup de profs qui devaient apprendre à enseigner le système métrique. On est en 76, là, c'est cette époque-là. D'accord? Elle m'a dit, laisse tomber l'anglais,
tu vas faire des maths, tu es bon en histoire, tu es bon en français. Et ils ont envoyé une belle lettre à l'école d'éducation et on n'a plus entendu parler de rien. Et j'espère que ça a servi surtout pour les autres. Mais aujourd'hui, c'est tout fini, ça. Je ne pense pas qu'il y a beaucoup d'étudiants qui arrivent, qui sont francophones, qui ne parlent pas l'anglais. On ne les barre pas, on ne leur dit pas, vous ne pouvez pas rentrer parce que vous n'avez pas d'anglais. Voilà. Hmm. Alors, finalement, j'ai commencé mon enseignement au Collège Notre-Dame en 76 et je vais y rester 29 ans. Hmm. Ça, c'est quand même toute une carrière. Même je riais en disant, je fais partie des meubles. Parce que j'étais pas l'un des plus vieux, mais finalement, quand je suis parti, j'avais quand même, dans la même école, hein, c'est surtout dans la même école. Hmm. Je ne dis pas le plus vieux en termes d'enseignement. Je connais des collègues qui avaient 30 ans, 31, 32, 33 ans d'enseignement. Et quand je suis arrivé, il y avait très peu de laïcs au collège. C'était uniquement des religieuses, ce qui n'a pas été un choc pour moi, non. Mais on était à 4-5 laïcs, et puis après, ben, ça, on le sait, les religieuses ont progressivement disparu, et le collège Notre-Dame, quand je suis sorti en 2005, il y avait encore sœur Rachel, sœur Nicole, que peut-être des auditeurs connaissent, là, et il n'y avait que des laïcs. Bon, puis aujourd'hui, on sait que, bon, c'est... Mais quand je parle de ça avec sœur Rachel, elle dit que c'était un charisme d'une époque et qu'aujourd'hui, si on parle de vie religieuse, qui à mon avis peut avoir encore un sens aujourd'hui, il faut trouver d'autres formes d'apostolat, d'autres formes de charisme. L'éducation, il faut le reconnaître, à part des exceptions où on veut véritablement donner une formation bien spéciale à certaines personnes, euh, on n'a plus les gens et on a surtout, c'est à l'État, à mon sens, de diriger les hôpitaux et de diriger les écoles. Ça ne veut pas dire que les religieux et les religieuses ne peuvent pas travailler à l'intérieur de ces structures-là. Mais c'était une époque. Il y a aussi, durant cette expérience-là, j'ai adoré l'enseignement, vraiment, mais on a reçu, je pense, ça, je m'en souviens comme c'était presque hier, parce qu'il a fallu que je travaille dur. On a reçu le gouverneur général, Roméo Leblanc, gouverneur général qui est venu au Collège Notre-Dame, et on l'a reçu avec les honneurs d'un chef d'État, parce que le gouverneur général, c'est un chef d'État, et devine qui devait trouver le mot d'accueil. Dominique Chivot, je ne te mens pas que j'ai eu quelques petites nuits blanches. Hein, un homme charmant, très simple, mais je m'étais appliqué. Puis je pense que je dois avoir encore ce discours-là dans mes affaires. Mais quand on m'a mis ça sur le dos, je dis oh non, quand même pas. Là. Mais personne ne voulait toucher à ça. Hein. Ah, Voilà. excellent. Super. Ben, écoute, on a juste seulement quelques minutes qui nous restent, Dominique, mais je sais avec toute ta carrière que tu as souligné, tu as pris ta retraite en 2005. Alors, dis-nous dans 2 minutes En 2 minutes. toutes les choses que tu fais depuis ta retraite. Quand j'ai quitté l'école, j'ai adoré ça, mais j'ai dit, bon, je ne ferai pas de bénévolat dans l'éducation. Donc, je me suis lancé, entre guillemets, parce que c'était du bénévolat, dans le domaine de la santé. Donc, j'ai été bénévole à l'hôpital, comment dire, Laurentien, là, et très rapidement, parce que je connaissais Léo Terrien, à travers Développement et Paix, il m'a dit, il était directeur à cette époque-là, il me dit, mais Dominique, pourquoi tu ne viens pas à l'hospice? Et depuis, oh là, je n'ai pas été vérifié, mais 2008 sans doute, je suis bénévole à l'hospice et c'est un engagement que je prends très, très au sérieux, qui me prend beaucoup de temps parce que j'y vais le dimanche, mais aussi je visite plusieurs résidents durant la semaine qui sont encore bien. Là, vous voyez ce que je veux dire? On est quand même dans le contexte des soins palliatifs, donc il y a des gens qui descendent malheureusement très très vite. Donc j'y vais au moins 2 fois par semaine pour parler aux gens, etc. Sinon, bien sûr, et tu le sais, Yolande, je suis engagé dans Développement et Paix, donc au niveau de la paroisse et au niveau du diocèse. Bon, c'est surtout ça vraiment, mes deux. Et puis là, je vais être, bien sûr, tu m'engages dans quelque chose et je sais que ça peut être par moment beaucoup de travail, à la fois l'animation, puis je me propose bien sûr de faire quelques émissions, pas demander simplement aux autres de faire des émissions, mais d'être soi-même quelqu'un qui donne quelque chose aux autres. Voilà.
Voilà, moi je dirais c'est surtout ça. Bien sûr, mon passe-temps, c'est la famille, hein. J'ai des petits-enfants, il y en a 2 qui sont à Sudbury, 3 qui sont à la fois Gatineau et Ottawa, on les voit moins souvent. Et les 2 ici à Sudbury qui ont 4 et 7 ans, je te mens pas, ils t'occupent bien aussi, là, tu sais, et puis ils te permettent de rester jeune, même si des fois le soir tu as un peu mal à la tête. Mais ça, c'est autre chose. Oui, bien, écoute, évidemment, tu n'as pas le temps de t'ennuyer, et c'est la façon, comme tu dis, qu'on reste jeune d'esprit. Alors, merci beaucoup, Dominique, pour cette entrevue et je peux dire que on te connaît beaucoup plus maintenant et à vous à la maison, merci d'avoir été des nôtres. Finissons l'émission, Dominique, avec une prière d'action de grâce. Alors, ici, Yolande Clément pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine. Seigneur Dieu d'amour, de bonté, de tendresse et de miséricorde, merci pour toutes les grâces dont tu m'as comblé. Tu es là présent chaque moment de nos vies. Fais résonner en moi ton amour. Aide-moi à te dire, me voici. Seigneur Jésus, tu as mis entre nos mains toute ta création. Aide-moi, à mon petit niveau, à œuvrer à sa protection, sans que jamais je n'oublie que tout est lié, mes choix de vie, ma relation aux autres. Et, Seigneur Jésus, merci pour tout ce dont tu m'as revêtu. Amen. Amen. Ô Jésus, je t'adore, tout mon être se prosterne. Ô Jésus, je t'adore, toi qui m'aimes tel que je suis, je t'accueille dans mon cœur, tu me donnes ta lumière, je t'adore, je t'adore.